À la une ce soir, indignation des parents d'élèves du collège de Rivière-Pilote. Un enseignant a interdit à ses élèves de parler le créole dans sa classe. Le règlement personnalisé du professeur a été annulé par le chef d'établissement. Journée porte ouverte à l'EHPAD Emma Ventura organisée dans le cadre de la Semaine Bleue. C'était l'occasion pour le public de découvrir l'histoire du site en près de 100 ans. Il a commencé sous forme d'asile et nous avons rencontré une pensionnaire qui y vit depuis 60 ans. Les assises des Outre-mer ont commencé ce matin à Paris. 17 personnalités sélectionnées sur leur parcours. Ils participeront pendant 7 mois. Audrey Pulvar et le Guadeloupéen Gaël Musquet en font partie. Et puis la bibliothèque Chelcher accueillait ce matin petits et grands pour une séance de contes en musique. Un événement qui s'inscrit dans le cadre de la 11e édition du Festival international Contes et musique dans la Cité. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Pas de créole dans ma classe. C'est en résumé le règlement qu'avait imposé à ses élèves un enseignant du collège de Rivière-Pilote. Une volonté exprimée à travers un document règles de fonctionnement en cours qui a créé l'indignation des parents d'élèves. Ils ont interpellé le chef d'établissement qui a aussitôt levé la consigne. Explication de Loïc Régis. Vous n'êtes pas autorisé à vous exprimer en créole en classe. Une interdiction qu'un enseignant qui ne maîtrise pas la langue a souhaité instaurer dans le collège de Rivière-Pilote. Des règles de fonctionnement durant son cours de physique-chimie qui ont été refusées par le chef d'établissement. L'usage du créole à l'école ou à la maison. De nombreux élèves semblent réceptifs. Il y a un professeur qui a parlé créole. C'est pas mal élevé puisque c'est une langue. Puisqu'il y a le français, il y a l'anglais. Donc ça fait rien d'apprendre à parler créole. Et les parents aussi mettent en lumière la valorisation du patrimoine culturel martiniquais. Je ne vois pas pourquoi interdire de parler le créole, puisque c'est notre langue maternelle. Donc maintenant, je trouve ça un peu décevant. Nous sommes dans un pays où on parle créole, donc forcément, il faut absolument que les gamins parlent créole. Il faut déjà initier cette langue au collège déjà. Et puis c'est notre langue à nous, donc forcément, il faut qu'on la parle. C'est sa façon de dire, la façon dont il a écrit ça qui était choquant, c'est tout. Mais bon, il a su s'exprimer, expliquer pourquoi. Bon, et puis il a compris, j'espère bien. Une position que défend également l'Union des parents d'élèves de Martinique. L'attitude de l'enseignant est condamnée. Nous considérons qu'il s'agit là d'une erreur, d'un oubli, d'une faute, qui n'était pas volontaire. Nous accordons le bénéfice du doute et nous souhaitons simplement que des dispositions soient prises sur l'ensemble de l'académie pour rappeler à l'ensemble des enseignants, à l'ensemble de la communauté éducative que le créole est une langue d'enseignement, c'est notre langue maternelle. Nous recommandons au niveau de l'UPEM l'usage du créole à l'intérieur même des cours. Une forme de maladresse, mais rien de plus selon le rectorat. Un phénomène isolé qui ne reflèterait pas l'engagement des nouveaux enseignants. Ils sont pris en charge par des conseillers pédagogiques départementaux en langue vivante régionale, en créole bien sûr, et on leur donne quelques rudiments de connaissance de cette langue pour les premiers contacts avec leurs élèves, mais très très vite on se rend compte que les enseignants eux-mêmes font la démarche pour pouvoir s'approprier cette langue, même s'ils ne la parlent pas. Lorsque vous échangez avec eux, vous leur donnez quelques mots en créole, ils vous disent « Ne vous inquiétez pas, je comprends ». Un apprentissage que l'académie souhaite développer dès le plus jeune âge. 30% des professeurs des écoles enseignent le créole en Martinique. Et éducation toujours avec le LECTA de Croix-Rivaille qui a rouvert ses portes aujourd'hui. L'accès bloqué depuis la rentrée a été libéré à la demande du préfet par les forces de l'ordre. La rentrée des élèves est donc prévue demain matin. Voyez les précisions recueillies par Loïc Régis. C'est un soulagement et une grande joie, parce qu'on va pouvoir repartir sur un travail avec les élèves, les aider à préparer leurs examens et c'est ça qui nous motive, C'était très difficile parce qu'on entendait à peu près des choses qui étaient assez étonnantes sur moi, qui étaient complètement fausses pour certaines. Et justement, j'aimerais bien rentrer dans cette notion de transparence aujourd'hui et pouvoir avoir des discours clairs avec toute la communauté qui travaille sur le lycée de Croix-Rivaille. Vous savez, quand nos motivations sont la réussite de nos élèves, et moi je sens ça dans toutes les équipes qui sont là, qui aujourd'hui sont en train de nettoyer un lycée sur une journée, ils font un travail exceptionnel, qui sont en train de préparer cette rentrée et qui n'est pas simple.
Moi, je crois qu'on a tous la même motivation, c'est la réussite de nos élèves. Et à partir de là, on trouvera des façons de travailler ensemble. Nous sommes toujours dans la Semaine Bleue. Les 27e rencontres gérontologiques de l'Âme d'Or 2000 seront programmées demain et vendredi. Le thème de cette année, santé mentale et oubli chez les personnes âgées. Pour en parler, nous recevons le président de la FIAPA, Fédération internationale des associations et des personnes âgées, Alain Koska. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, le thème de cette année est malheureusement plus que jamais d'actualité. De nombreuses personnes âgées ont été portées disparues cette année, ce qui met certainement en lumière les difficultés que rencontrent les familles à pouvoir accompagner les aînés qui souffrent notamment de la maladie d'Alzheimer. Quels sont les différents dispositifs qui existent ? Écoutez, je crois que ce colloque organisé par l'Âme d'Or va traiter à la fois de l'oubli dans les pathologies neurodégénératives, cet oubli qui nous ébranle tous. Lorsque l'un de nos aînés a du mal à se souvenir, répète des questions à l'infini, mais aussi le droit peut-être à ce qu'on pense qu'il ne s'agit pas forcément d'une pathologie neurodégénérative. On peut aussi avoir de l'oubli dans sa vie, et l'oubli sert à quelque chose. On peut dire que sans oubli, il ne peut pas y avoir de mémoire. Et c'est le travail de l'Âme d'Or, justement, de nous proposer un échange autour de la notion d'oubli. Pas seulement celle qui frappe ces personnes qui souffrent de maladies neurodégénératives, mais aussi celle qui peut nous atteindre à chacun de nous. Apprendre à détecter la nuance entre la maladie et le simple oubli du quotidien, et c'est le droit ça ? à l'oubli. Et le droit à l'oubli dans la mesure où cet oubli peut être aussi temporaire, où cet oubli peut à un moment donné se résorber. C'est pour ça que les neurologues, les neuropsychologues et les invités à ces 2 journées vont véritablement faire, au-delà d'un travail de colloque, un travail de recherche ensemble, vous voyez. Et d'ailleurs, ces journées sont suivies les 9 et 10 par des journées organisées par la FIAPA, là, dont la thématique, c'est les droits des personnes âgées, d'une part, les droits, et d'autre part, la coopération, et cette coopération régionale. Alors, la FIAPA, justement, c'est une fédération internationale des associations des personnes âgées. Oui. Donc, internationale, j'imagine que ça regroupe le monde. Tout à fait. D'accord. Donc, quelle est la situation ? Est-ce que vous voyez des différences entre les différentes zones du monde dans l'accueil et la perception des personnes âgées ? Le vieillissement est important partout, vous voyez. Nous avons eu notre colloque à Cuba entre le 3 et le 6 avril qui a regroupé l'ensemble des pays des Caraïbes, notamment. Et la problématique est la même. Elle l'est aussi chez nos partenaires chinois, elle est aussi chez nos partenaires européens. La même problématique, avec des réponses différentes. Et comment il convient peut-être de recenser les bonnes pratiques et de les partager. Parce que les recherches vont un peu dans tous les sens. Vous voyez, aujourd'hui, on a par exemple, au niveau du professeur Bruno Dubois, tout un travail fait sur la résilience. Comment peut-on retrouver la mémoire quand on est seul, isolé, et que la dépression va quelque part nous freiner dans le processus de mémoire ? De la même façon que les dernières recherches créées sur la possibilité de retrouver une aptitude au fonctionnement neuronal telles qui viennent d'être parlées aujourd'hui pour une personne en état végétatif depuis longtemps. Tout cela nous fait penser que nous avons à travailler beaucoup pour comprendre cette maladie, la connaître parce que nous ne la connaissons pas là-dedans. Alors justement, en parlant de personnes âgées, aujourd'hui, l'EHPAD Emma Ventura a ouvert ses portes au public, une occasion de présenter les différentes animations proposées aux résidents tout au long de l'année. Parmi les pensionnaires, nous avons rencontré Suzanne, une nonagénaire qui y vit depuis plus de 60 ans puisqu'elle a été admise à l'époque où l'établissement était encore un hospice. Voyez ce reportage d'Alité Lutran et de Guy Raphaël René. À 90 ans, Suzanne vit ici depuis 52 ans. Orpheline, elle a 20 ans lorsqu'elle arrive dans la structure. Toujours bon pied bon oeil, elle est la figure emblématique des lieux. L'assistante sociale me dit qu'est-ce qu'on fait avec Suzanne ? On ne sait pas. Alors on m'a dit non, on va te mettre à l'asile des vieillards et si quelqu'un veut t'accueillir, on va te prendre. Comme il y avait des sœurs, je préférais rester ici et puis je suis restée ici. Le souvenir que je suis entrée avec là,
On était un peu abandonnés, on peut dire. À présent, il y a beaucoup de monde. Après plus d'un demi-siècle passé ici, Suzanne en a fait des rencontres. Certaines aides-soignantes, retraitées aujourd'hui, sont restées des amies. Monique a 20 ans lorsqu'elle prend ses fonctions dans ce qui est encore un asile. Suzanne, à l'époque, elle, en a 40. Elle se souvient d'une femme vaillante, malgré les conditions de vie et de travail difficiles. Les lits, c'était des lits en fer, hein, avec une espèce de gros matelas rouge, avec un trou au milieu, qu'il fallait poser les fesses des malheureux, de ces malheureux dessus, pour faire leurs besoins. Suzanne, elle aidait. Elle nous aidait pour les autres à faire les lits et à baigner certains. En plus de 100 ans, la structure a bien changé. Aujourd'hui, l'EHPAD Emma Ventura, ce sont 250 agents hospitaliers qui s'occupent quotidiennement des 365 pensionnaires. Un regroupement de soins pour des pathologies toujours plus spécifiques. Comme il y a des unités de soins de longue durée ici, la différence entre les unités de soins de longue durée et un EHPAD, c'est qu'il y a des infirmières la nuit. Donc on peut accueillir des patients plus lourds, des gens qui ont besoin d'oxygène, des gens qui sont trachéotomisés, des gens qui vont faire des compensations à répétition. Donc on accueille des malades plus lourds. Mais la structure est vieillissante et ne répond plus à toutes les normes. Le fonctionnement du centre coûte 14 millions d'euros chaque année à l'ARS et à la CTM. L'enveloppe ne serait plus suffisante aujourd'hui. Au niveau de la solidité de la structure, de l'infrastructure, il n'y a pas de problème. Mais c'est au niveau des conditions d'accueil. Il faut qu'une chambre fasse 20 mètres carrés. La plupart des chambres ici sont à 4 lits. Il faudrait des chambres individuelles. Comment cet établissement peut évoluer vers un meilleur devenir pour que la population s'approprie aussi son établissement. La Martinique est l'un des départements les plus vieillissants de France. On compte actuellement environ 80 000 personnes de plus de 60 ans sur le territoire. Donc on vient de le voir, cet EHPAD a évolué au fil des années. D'ailleurs, il y a aussi également de nouvelles évolutions dans la solidarité auprès des personnes âgées, notamment en cette période de dérèglement climatique. Dites-nous en plus, pardon. Ah, tout à fait. Si vous voulez, la FIAPA a développé un programme appelé Urgence gérontologique, qui traite à la fois des urgences de catastrophes naturelles, mais aussi des urgences de pandémie, mais aussi des urgences de faits de guerre. C'est pour ça qu'elle est intervenue après les attentats de Nice pour permettre de gérer le stress post-traumatique des personnes âgées qui sont beaucoup plus atteintes par ce stress et pour lesquelles il faut véritablement une gestion de crise. Et actuellement, dans nos rencontres, particulièrement avec l'AMDOR et la ville de Schœlcher, nous développons un travail avec l'Union nationale des CCAS pour voir comment il est possible aujourd'hui, pas seulement de porter assistance, y compris à nos voisins de la Dominique, mais aussi à Saint-Martin. Comment influencer leur schéma gérontologique en y introduisant cette notion d'urgence, parce que ça va se répéter, hélas, avec ces dérèglements climatiques. Donc, il nous faut être véritablement prêts pas seulement à la solidarité, mais aussi à mettre en place le processus, les formations des personnels, à la gestion de crise et à apporter des réponses sur, hélas, des dérèglements qui vont nous frapper probablement régulièrement chaque année. Donc je pense que là, et la Martinique est bien dotée, vous savez, avec des personnels fort compétents, un milieu associatif volontaire et une vraie force de solidarité portée vers les Caraïbes. Nous travaillons aussi en ce sens, d'ailleurs, avec le partenaire de Cuba, où nous avons fait notre colloque, qui lui-même a développé un système de prévention et de gestion des crises humanitaires dans le cadre particulièrement des dérèglements climatiques. Tant mieux. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Donc on rappelle que les 27e rencontres gérontologiques de l'AMDOR sont programmées demain et ce vendredi. Et ce sont des rencontres ouvertes à tous, c'est ça? Ouvertes, elles se déroulent à l'hôtel La Batelière. Très bien. Merci à vous. Merci. Direction Paris maintenant, où les assises de l'outre-mer sont officiellement lancées depuis ce matin. La ministre des Outre-mer a présenté devant les journalistes l'équipe projet ultramarin, 17 personnalités parmi lesquelles figurent Audrey Pulvar et l'entrepreneur social guadeloupéen Gaël Musquet. Voyez ces explications de Solène Boissé. Grand sourire et fierté apparente, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, dévoile son équipe des Assises de l'Outre-mer. Parmi eux, des personnalités ultramarines qui participeront aux ateliers organisés sur les différents territoires avec les élus, mais aussi les acteurs locaux.
7 mois de travail sur le terrain, indépendant des chantiers de la loi égalité réelle, votée sous la précédente mandature. Pour la Guyane, il y a les accords de Guyane, il y a la loi égalité réelle avec les plans de convergence. Cela va s'articuler. En même temps, nous penserons bien sûr également à l'avenir en parlant contrat convergence avec là les élus. Donc il y a une démarche très participative. Une démarche participative portée par ce comité particulier. Son objectif, déterminer les principaux enjeux des territoires en prenant compte de leurs spécificités. Audrey Pulvar a rejoint l'équipe en tant que martiniquaise, mais surtout sous l'étiquette de présidente de la Fondation pour la nature et pour l'homme. Je pense évidemment pour ces territoires, et y compris la Martinique, aux questions liées à l'effondrement de la biodiversité et à la nécessité pour nous de sauvegarder cette biodiversité qui est si nécessaire à ces territoires, mais au-delà à l'ensemble de la planète. Le reste du monde et plus particulièrement les territoires voisins. Car au-delà de la participation citoyenne locale, la volonté est d'élargir le dialogue, notamment pour les Antilles récemment touchées par les ouragans Irma et Maria. Pourquoi toujours se référer à Paris? On pourrait parler à San Juan, on pourrait parler à la Dominique, on pourrait parler à Sainte-Lucie, à Anguilla, à Barbuda, Curaçao. On a des dizaines de radioamateurs qui sont remontés de Curaçao, de Bonnières, qui sont venus prêter main forte aux Saint-Martinois, en partie hollandaise, en partie française. Dans cet esprit, un site internet a été lancé pour faire appel aux idées des citoyens ultramarins. À partir du 18 octobre jusqu'au 31 janvier prochain, les porteurs de projets pourront participer au concours d'innovation dans l'espoir de recevoir le label bleu Outre-mer qui financera une partie de leurs initiatives. Direction la Guadeloupe avec des agriculteurs qui sont désormais satisfaits. L'arrêté de calamité agricole sera acté demain. Une annonce faite par le préfet qui recevait ce matin l'intersyndicale de la filière agricole. Voyez la réaction du porte-parole de l'intersyndicale recueillie par Moïse Dexter. On reste dans la continuité de ce qu'on a commencé, qui a été un petit peu estompé pendant 5 mois, 6 mois. Il faut reprendre tout ça. On avait des sujets, je pense, sérieux, notamment sur sanitaire d'élevage, sur le MIR, le marché interrégional, sur la poursuite dans le cadre des RITA, des réseaux d'innovation et de transfert, avec les autres organismes. On a mis en place aussi un éco-organisme sur la récupération des déchets pour voir comment aller vers une transformation pour rentrer définitivement dans l'économie circulaire. On n'a pas tout sous nos mains en Guadeloupe. Il va falloir à un certain moment faire partir, par exemple, les sacs d'engrais pour le moment qui sont enfouis. On devra bien pouvoir les traiter quelque part. Donc, autant de sujets importants que nous avions, peut-être que nous serons peut-être à la fin aujourd'hui. Toujours en Guadeloupe, la ville du Gosier lance un programme de lutte contre l'isolement. Plus de 30 000 personnes isolées ont été recensées dans la commune et font l'objet d'une surveillance particulière. Karen Diamin a suivi le travail des équipes du CCAS. Regardez. Dans cette agglomération qui compte plus de 27 000 habitants, 1710 personnes sont âgées de 75 ans et plus. Au quotidien, il s'agit d'identifier les plus vulnérables et leur apporter une aide partielle ou totale. Soit la personne vient spontanément au CCAS et là elle est reçue et sa demande est instruite, soit un référent, qu'il soit familial ou un référent de proximité, nous interpelle et c'est un peu la même procédure, ou alors nous avons la troisième procédure qui est celle du signalement, où là on nous indique quelles sont les personnes qui ont le plus besoin d'aide au niveau du territoire. Structure de proximité, le Centre communal d'action sociale œuvre depuis plusieurs années pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Nous avons réalisé dès 2014 une analyse des besoins sociaux, un ABS, qui nous a permis de faire un diagnostic de notre territoire et de savoir quelle était donc la composante, les besoins du territoire. À l'issue, ça nous a permis de mettre en place un schéma communal d'action sociale qui est donc déroulé depuis 2014. Là, nous avons donc les grands axes. Ensuite, nous faisons quoi? Nous déclinons au quotidien et dans l'opérationnel les actions à mettre en place. Alors, parmi ces actions, nous avons le mieux vivre ensemble, par exemple. C'est un des axes du schéma communal. Dans le mieux vivre ensemble, il y a donc la lutte contre l'isolement et la précarité. Donc, à travers des aides, nous avons notamment une prestation qui est servie et qui est le portage de repas. En 2016,
36 personnes âgées avaient été déclarées vulnérables, un nombre encore bien trop élevé pour la municipalité qui privilégie jusque-là le maintien à domicile. Aujourd'hui, en fonction des besoins que nous avons sur le territoire, nous sommes plus sur le droit fil de la politique départementale, qui est donc le maintien à domicile, et comment nous allons, en complément du département, mettre en place des actions qui permettent aux personnes qui vivent à domicile d'être bien chez elles, d'être au mieux. Depuis le début de l'année, 27 personnes âgées de la ville du Gosier ont été placées en EHPAD. Alim Confiance, c'est le nom de l'application mobile qui permet de consulter les résultats des contrôles officiels de sécurité alimentaire. Des contrôles qui permettent de connaître le niveau d'hygiène des établissements de production, de transformation et de distribution des produits alimentaires. L'application a été testée par les équipes d'ATV Guyane où 121 établissements ont été contrôlés. Reportage de Jonathan Larieux. Dans cette cuisine de restaurant, il est l'heure de préparer le rush du midi. Les différents cuisiniers arrivent et tout de suite le chef les dispatche à leurs différentes tâches respectives. Cette enseigne reçoit plus d'une cinquantaine de couverts pour chaque service et pour de chefs de la restauration, la pression est quotidienne. Car sur les devants du bar, une affichette indique le niveau de qualité du restaurant. Une information jusqu'alors mise sous silence auprès des clients qui n'avaient que peu de repères pour s'assurer d'un service de qualité. Ça peut être le bouche à oreille, ça peut être la réputation, ça peut être le type de produit, c'est tout à fait normal que les clients puissent avoir des informations sur la qualité de ce qu'on leur sert comme produit. Nous, c'est important pour nous d'avoir ce genre de contrôle parce que ça permet rapidement de faire la sélection des établissements qui respectent les normes. C'est dans les bureaux de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt que se décide ce genre de référencement. Après avoir passé au peigne fin plus de 150 enseignes de restauration dans tout le département, il est aujourd'hui possible de vérifier la qualité de l'établissement juste avec son téléphone. On a une petite fourchette comme ça, c'est qu'il s'agit d'un restaurant et en cliquant dessus, on obtient donc le nom du restaurant en question et la date du contrôle qui a été réalisé et avec sur la base d'un smiley le résultat du contrôle. Sachant que le smiley complet qui sourit, ça veut dire très satisfaisant, c'est-à-dire qu'on n'a rien eu de particulier satisfaisant, c'est qu'on a jugé que les conditions étaient bonnes. Le smiley qui est amélioré, ça correspond à une mise en demeure. Et par contre, le dernier smiley, c'est à corriger de manière urgente, ça veut dire que l'établissement a été fermé. Le nom de cette application, Alim Confiance, une ordonnance de l'État qui signe la fin des contrôles de qualité à destination des seuls établissements. Aujourd'hui, le client est mis au courant. On faisait avant un rapport d'inspection qui donnait lieu à une note, mais qui n'était communiqué qu'aux restaurateurs ou aux professionnels concernés. Aujourd'hui, l'État a dit que ces résultats ils vont être transparents. C'est-à-dire que le consommateur il pourra décider s'il y a à améliorer, par exemple, de ne pas aller dans l'établissement tant que la situation n'est pas redevenue satisfaisante. Dans les 8 pays européens qui l'ont fait, on constate que le niveau de l'hygiène générale des établissements s'est amélioré grâce à la pression du consommateur. Aujourd'hui, l'application est en version bêta. Sur les 1500 enseignes de restauration du territoire, seuls 10% ont été à ce jour contrôlés. Mais la DAF est optimiste sur la mise en place d'un système à jour et fonctionnel le plus rapidement possible, pour que la qualité puisse être accessible en un simple tour de main. Au chapitre social, de nombreuses crèches et services municipaux foyalais sont restés portes fermées aujourd'hui. Le mouvement de grève mené par les agents municipaux affiliés à la CGTM-SOM entamé depuis lundi matin continue. Les négociations sont toujours en cours à l'heure où nous parlons, mais à l'heure où nous parlons, les écoles ne devraient pas rouvrir demain puisqu'il faudrait encore les nettoyer, même si ils arrivaient à un accord. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons du rendez-vous organisé aujourd'hui dans le cadre de la Journée nationale des aveugles. Une lecture théâtralisée a été proposée aux déficients visuels. Et puis, Hubert Bornil vous parlera de l'exposition d'Hector Charpentier à découvrir à l'habitation La Favorite. Le vernissage est prévu demain. Aujourd'hui, 4 octobre, et c'est la journée nationale des aveugles. Pour l'occasion, les déficients visuels ont été conviés au pavillon Bougenot pour assister à une lecture théâtralisée, pensée tout spécialement pour s'adapter à leur handicap. Une mise en scène avec une voix off qui décrit tout ce qui se passe, imaginée par Vanessa Nérial, et même malvoyante. Voyez cette réaction recueillie tout de suite par Anaïs Gall.
Le théâtre pour les personnes valides, c'est-à-dire les personnes qui voient normalement, n'est pas du tout adapté pour les personnes déficientes visuelles. Donc elles ont pu, par ce biais, voir un peu à quoi ressemblent les pièces de théâtre. D'accord, donc la description qui a été faite vous a vraiment aidé à vous représenter les choses? Oui, ça a aidé beaucoup à représenter, surtout les détails qu'on ne voit pas du tout. Donc il y avait une voix off derrière qui disait quels détails il y avait. Je m'y attendais pas, mais c'était une bonne chose. Je ne pensais pas que ce serait comme ça, quoi. C'est que la manière d'être que ça a été fait, la manière qu'on a conduit entre les paroles et puis la musique qui correspondait vraiment à ce qu'on voulait faire ressortir, j'ai trouvé que ça m'a fait voyager. Quand on est au théâtre, en général, bon, il y a des mimiques, des choses comme ça, que quand on voit, ça nous fait rigoler, on arrive à suivre. Mais quelqu'un qui ne voit pas, ne capte pas tous ces effets. Donc ils ont besoin de l'aide, donc la voix off était là pour suppléer et comme ça permettre à tout un chacun de participer, de ressentir vraiment la scène. Compte toujours à la bibliothèque Schellcher qui accueillait ce matin petits et grands pour une séance de contes en musique, un événement qui s'inscrit dans le cadre de la 11e édition du Festival international Contes et musique dans la Cité. Pendant 15 jours, des conteurs venus du monde entier feront voyager à travers leurs histoires. Aujourd'hui, c'était l'heure du conte à la mode tzigane. Reportage d'Anaïs Gall. Il était une fois un roi qui adorait être roi. Il avait une belle maison, des gens pour le servir. La vie était belle. Voilà l'histoire d'un roi bien curieux, un souverain détestant le mensonge qui souhaite donner une leçon à son peuple. Quiconque arrivera à le berner aura le droit d'épouser sa fille. Et les jeunes gars se sont dit, attends, pour se marier avec la princesse, il faut aller voir le roi. Il faut lui raconter quelque chose. Il faut qu'à la fin, le roi dise, c'est pas, je te crois, t'es qu'un... Ben, en résumé, en un seul mot, il faut aller voir le roi et lui dire, hein? Ben voilà, ben là, il y a des spécialistes à Martinique. Dans ce conte-là, en plus de la traditionnelle princesse et sa foule de prétendants, il est surtout question de l'histoire d'un voyageur dans sa roulotte de bois. Un conte classique de la culture tzigane, en danse et en musique. J'ai aimé le conte ou bien quand elle dansait. Le voyage, c'était trop bien. J'ai aimé quand elle a dansé et quand il y avait le collier pantalonnière aussi. Ça leur ouvre l'esprit, c'est-à-dire qu'ils entendent d'autres choses, parce que moi j'aime bien lui raconter des choses de notre pays, et là ils voient de d'autres pays, c'est vraiment formidable et formateur pour eux aussi. C'est beau, c'est joli pour les enfants. C'était magnifique, vraiment très vivant. J'ai acheté un CD et puis j'espère pouvoir revenir voir d'autres spectacles. Cela fait 25 ans qu'Armel et son mari Peppo content leurs histoires à travers toute l'Europe. Aujourd'hui en Martinique, ils souhaitent faire découvrir les valeurs de leur communauté. Le roi écoute dans son fauteuil. Qu'est-ce que tu dis? Le conte tzigane, il a de particulier qu'il n'y a pas d'appartenance à une terre. Et pour les tziganes, ça parle de l'humain. Ça parle pas, on ne va pas défendre un pays ou une notion de partenaire, c'est l'humain. La rencontre avant tout, le bonheur présent, le bonheur partagé et puis des perles de sagesse qui sont distillées mine de rien, comme ça. Dans la salle, des conteurs venus de tous horizons à l'occasion du festival. Québec, Bénin, Togo, Burkina Faso, de quoi faire voyager le public avec de belles histoires. Partout où il y a des humains, il y a des contes, mais ce ne sont pas forcément les mêmes contes. Et quand ce sont les mêmes contes, ces contes-là sont racontés avec d'autres imaginaires, une autre culture, un autre environnement, etc. Il est important que nous fassions venir des conteurs sur la Martinique pour nous confronter à ce qui se fait ailleurs, pour continuer à évoluer, continuer à rendre le conte jusqu'aux oreilles de tout un chacun. Prochain rendez-vous demain soir 20h sur la plage de Lansalane aux Trois-Îlets pour écouter des contes du monde entier au clair de la lune. Allez, place tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Fort-de-France avec une exposition qui prend ses quartiers à l'habitation La Favorite. L'artiste Hector Charpentier y présente son travail
art, beau et sens. Le vernissage est programmé demain, mais Hubert Bornil et Michelet François vous donnent un avant-goût. Regardez. Après une tournée européenne, notamment la principauté de Monaco, où il était l'invité du prince Albert, Hector Charpentier revient au pays. Il sera accompagné de son fils Julien Charpentier pour cette exposition à l'occasion d'une soirée de prestige. C'est vrai que le rouge, on donne toujours une connotation de lutte, de combat, mais c'est aussi le sang des esclaves, ça peut être tout ce que tu veux, et dans un fond très très sombre. Hector Charpentier en compagnie de son fils Julien pour une exposition qui va célébrer les 55 ans d'activité picturale de l'artiste peintre. Le titre de l'exposition s'appelle « Art, beau et sens ». Ça veut dire que j'essaie de produire dans l'art, dans le beau et dans le sens. Donner du sens à mes œuvres. Et surtout ne le qualifiez jamais de plasticien. On me dit souvent que je suis le peintre de la figure abstraction. Un mouvement que j'ai lancé en 1993 qui, comme le nom l'indique, fait la rencontre entre la figuration et l'abstraction. Voilà, donc je me complais un peu dans ce registre-là. Il ne faut pas oublier quand même que je suis un sculpteur architectonique. J'ai l'occasion de faire des monuments pour les espaces verts, pour les collectivités, on va dire. Une trentaine de toiles, les toutes dernières créations de l'artiste peintre par ailleurs académicien. Des couleurs chaudes et des formes, un hymne à la vie en quelque sorte. Il y a un tableau que j'appelle Coup de cœur, que je vais te montrer tout à l'heure. Pourquoi Coup de cœur? Enfin, je lui ai donné le nom parce que c'est vraiment mon coup de cœur. Ma peinture, je la compare à un arbre, avec ses racines dans le terroir caribéen, des racines bien ancrées dans la culture caribéenne, le tronc qui est ma production, et les branches et les fruits qui sont mes productions personnelles. Pour l'heure, l'artiste peintre académicienne n'a pas prévu d'autres tournées. Il va plutôt passer quelques jours de repos au pays. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Le pôle d'inscription scolaire de la CACEM sera fermé à partir de demain et ce jusqu'au 13 octobre prochain pour cause de mise à jour informatique. Vous pouvez néanmoins contacter le service transport au 05 96 75 82 72. La ville de Ducos a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des inondations par choc mécanique des vagues. Le maire invite toute personne habitant la commune non assurée ayant subi des dommages matériels directs à faire une déclaration auprès du CCAS de la ville jusqu'au 13 octobre prochain afin de constituer un dossier de fonds de secours. Enfin, information pratique pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte est programmée de 9h à 14h sur le parking du magasin Bois Nature à Place d'Armes au Lamentin. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, retrouvez en seconde partie de cette tranche info votre émission en Tchèque. À tout de suite.